La relation humaine est fondamentale. J'ai écrit en collaboration avec un de mes amis neurologues, qui est le docteur Philippe Leron, un premier livre en 97 sur les richesses économiques du cerveau, où déjà on mettait en exergue, et on a créé le concept de neuromanagement, de neuromarketing, on mettait en exergue cette nécessité de prendre en considération les potentiels des individus. Les neurosciences, pour moi, c'est une vieille histoire. On a fait une grande analyse sur pourquoi il y a des gens qui, en toutes circonstances, même les pires, rebondissent, ont des idées, sont créatifs, etc. Et on a trouvé là qu'il y avait en fait des similitudes à 2000 ans d'écart parfois entre certains leaders, des vrais leaders, hein. Je ne parle pas de ceux qu'on nous présente dans les journaux ou dans les émissions de télévision. Je vous parle des vrais leaders, c'est-à-dire ceux qui fonctionnent selon un certain nombre de codes qui permettent justement de créer, d'améliorer, de comprendre, d'écouter les signaux faibles, de comprendre les signaux forts, de récupérer ce qu'on appelle aujourd'hui de la data, c'est-à-dire de l'information à 360 degrés, et puis d'avoir ces potentialités au niveau psychoneurologique, de traiter tout ça dans son cerveau, et ça donne des idées, ça donne des pistes, ça donne des idées de produits, de services, etc. Et même l'intelligence artificielle n'arrivera pas à remplacer un certain nombre de choses, notamment le point de base qui est la créativité. Le développement des potentiels de tout le monde est important, et parfois le technicien de surface qui passe dans les bureaux le soir, il voit des choses et ça lui donne parfois des idées, mais il n'est jamais écouté. Alors, je vous parle un peu en caricature. Les potentiels humains, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective et la créativité, sont des clés de redémarrage après la crise qu'on vient de connaître, parce qu'en plus, il y a un trauma social, il y a un trauma économique. Pour faire face à ce trauma social et ce trauma économique par rapport à ce qu'on vient de vivre, on doit absolument manager la résilience. Donc je peux vous renvoyer sur tous les écrits de Boris Cyrulnik, qui est vraiment le père fondateur de cette notion, de ce concept de résilience. Et il ne peut pas y avoir de résilience sans créativité. Et la créativité, c'est pas le fait de faire des choses géniales, c'est le fait parfois de changer un détail, de changer une habitude. Et c'est surtout cette capacité à imaginer autre chose différemment, ou à imaginer la même chose autrement. Aujourd'hui, pour moi, en matière de marketing RH ou de ressources management, de ressources humaines ou même de direction générale, cette capacité à imaginer son business, son entreprise, son organisation différemment. Et puis, je rencontre des gens qui me disent « oui, mais comment, je ne sais pas, etc. » Alors ça passe par un certain nombre de formation, transformation, évolution au niveau du mental, parce qu'en fait, aujourd'hui, si on veut que les entreprises redémarrent dans la confiance, avec ceux qui ont peur, ceux qui n'ont pas peur, ceux qui se moquent des autres, si on veut redémarrer une dynamique économique, donc il est nécessaire d'accompagner les gens sans transformer l'entreprise en centre de psychothérapie. Et j'ai donc identifié les éléments à mettre en place dans les entreprises pour pouvoir recréer cette créativité, mettre en place, manager la résilience avec des personnes qui connaissent à la fois l'entreprise et qui connaissent à la fois la nature humaine. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup en fait en finale. Et donc moi je fais le pont entre les deux de façon à donner aux entreprises le meilleur des deux mondes pour pouvoir réussir dans ce que j'appelle le nouveau monde. D'ailleurs j'ai écrit un livre en 2015. À l'époque, on me prenait un peu pour quelqu'un qui avait fumé la moquette, en disant on va face à un chaos et il faut immédiatement changer les codes de fonctionnement. En fait, c'était pas une intuition, hein, c'est qu'il y avait des faits tangibles et que je travaillais avec des cabinets en études de tendance et qu'il y avait des évidences qui nous apparaissaient. Donc maintenant, on fait quoi? Il y a des possibilités pour... Le cerveau est plastique. Le cerveau a cette capacité à créer des nouveaux circuits, à nous permettre de changer des habitudes et de créer des nouvelles connexions. En plus, on produit des neurones jusqu'à la dernière minute de notre existence. Donc on a la possibilité de rebondir, de rentrer en résilience, de recréer des choses, de faire les choses différemment. Mais pour ça, ça passe par 3 éléments fondamentaux qui régissent l'univers, le monde entier, le corps de chaque personne.
C'est ce que j'appelle aujourd'hui les data, les flux et les interactions. Alors les data, c'est de l'information. C'est-à-dire plus on est curieux, plus on est ouvert aux autres, plus d'abord on va un peu se libérer de son stress, mais aussi on va pouvoir capter de l'information dans des tas de domaines qui ne sont pas forcément les nôtres, et c'est ça qui va nous enrichir. C'est ça qui va permettre à notre cerveau de travailler et de trouver des solutions. Et puis les flux et les interactions, c'est-à-dire qu'on va créer des flux avec les autres, qui sont encadrés par des valeurs. Et c'est ce que j'ai découvert aussi dans mes recherches, c'est qu'une valeur humaniste, en fait, ça se mesure. Parce qu'une valeur humaniste, eh bien, c'est un comportement, et si vous avez le bon comportement par rapport à votre objectif, c'est que votre valeur correspond aussi aux valeurs attendues par le monde extérieur, par votre marché, par vos clients, par les consommateurs. Et si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, c'est ce que j'appelle aussi créer du lien avec les autres, mais un lien encadré par des valeurs qui permettent de créer cette dynamique et de créer cet échange, donc ce que j'appelle les interactions. Et si on manage bien les trois, et pour bien manager les trois, on passe à un échelon supérieur qu'il est nécessaire de mettre en place dans les entreprises, ce sont la culture, les valeurs et la clé du système qu'on a trouvé chez tous les grands leaders, qui ne sont pas forcément des gens connus. Y a des leaders qui managent des équipes et qui sont totalement inconnus. Il y a des leaders qui n'ont aucun charisme, parce que charisme et leadership sont deux choses complètement différentes. Et ça repose sur quoi? Ça repose sur le fait d'avoir une culture très large, d'être curieux à plein de choses, d'accepter la confrontation, d'accepter la critique, d'accepter les suggestions, d'avoir l'esprit d'analyse critique aussi. Et grâce à cette approche, si on l'encadre avec nos valeurs, on part donc des valeurs humanistes comme je l'expliquais à l'instant, on va déjà permettre à notre cerveau de créer des nouvelles connexions, d'élargir nos champs de conscience, et en définissant notre ambition altruiste, eh bien nous allons arriver à des résultats, c'est-à-dire que inconsciemment ou consciemment, notre cerveau va s'orienter vers cette notion d'ambition altruiste. Et vous avez des réussites phénoménales qui sont fondées sur cette notion d'ambition altruiste. Et toute entreprise, que ce soit une entreprise de plomberie, que ce soit une entreprise d'informatique, que ce soit même une banque ou une compagnie d'assurance, en revisitant l'ambition altruiste, on revisite le projet d'entreprise, mais on revisite le management, on revisite les descriptions de postes, et là on revient à tous les outils de ressources humaines, et on va pouvoir aider les gens à changer de comportement, à comprendre le monde, et on va les évaluer là-dessus d'ailleurs. On ne va pas forcément les évaluer sur le résultat tangible financier. Ce n'est qu'une partie de l'évaluation désormais, et on est en créativité pour ouvrir des chemins nouveaux, pour trouver des produits nouveaux et des services nouveaux. Voilà, c'est toute une dynamique qu'il est nécessaire de mettre en place, mais je veux dire, maintenant, dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, on ne nous forme pas à la nature humaine, on ne nous forme pas à prendre en considération et en conscience tous les potentiels qu'ont les ressources humaines. Et c'est ce que j'apporte, moi, pour pouvoir transformer un peu le monde dans lequel nous sommes et sortir de la situation. Dans les RH, vous avez énormément d'excellentes personnes qui sont formées d'ailleurs souvent à de la psychologie, aux neurosciences et autres, parce qu'ils s'intéressent à ça, mais qui se retrouvent dans des entreprises avec quasiment l'interdiction d'en parler ou l'interdiction d'utiliser ces matières. Moi, je me suis retrouvé dans des entreprises, on a réussi à créer une dynamique, et là, les jeux de pouvoir et les égos sont rentrés en considération. Les managers ont eu l'impression qu'ils perdaient le pouvoir sur leurs employés, même des cadres, ils perdaient le pouvoir sur leurs cadres, ils perdaient le pouvoir sur leurs vendeurs. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à élever le niveau de conscience des gens, on a réussi à créer une dynamique avec des résultats tangibles à la clé, mais cette réaction en termes de jeu de pouvoir a été telle qu'ils ont tout arrêté. Et ils comprennent pas pourquoi aujourd'hui ça marche pas, et quand on vient leur expliquer qu'il faut faire autrement, eh ben ils sont pas formés à ça. Ils continuent à réfléchir avec les habitudes du passé pour créer demain. Mais demain, et Boris Cyrulnik le dit très très bien, il dit après la crise, il y a des changements profonds et c'est la règle. À chaque épidémie ou catastrophe naturelle, il y a eu des changements culturels. Après le trauma, on est obligé de découvrir de nouvelles règles, de nouvelles manières de vivre ensemble. Et donc de travailler ensemble, de créer ensemble, etc. Et ben il y a beaucoup de patrons, évidemment, qui sont pas préparés à ça, alors qu'aujourd'hui,
Prendre du pouvoir, c'est donner du pouvoir. C'est développer le potentiel des autres. Plus je vais développer la créativité, plus je vais développer le potentiel des autres, plus ils vont m'accorder du pouvoir. Certains patrons, et j'en ai rencontré, qui ont fait faillite à cause de la situation sanitaire, eh bien, ont compris, mais ils ont compris dans la douleur. C'est un peu comme quand on dit à quelqu'un, mets pas tes doigts dans la prise. Il y a du courant là-dedans. Et ils vont quand même mettre les doigts dans la prise pour vérifier si ce que je leur ai dit est vrai. Voilà, et ce que je veux éviter, c'est qu'ils s'électrocutent tous avec les conséquences à la fois pour eux, parce que c'est parfois dramatique au niveau de leur vie personnelle, de leur vie de couple, de leur relation avec les enfants, au-delà même de ce problème avec les employés, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent au chômage. Vous me direz que grâce à ça, il y a certains de leurs managers, certains de leurs employés qui du coup recréent leur entreprise dans le même secteur d'activité et autrement. On est vraiment dans un brassage aujourd'hui complet avec des potentialités extraordinaires pour construire des choses, à mon avis, merveilleuses, à la fois sur le plan économique et sur le plan humain. Moi, régulièrement, je fais des groupes avec 5-6 patrons de TPE, PME pour échanger et pour créer et pour construire ensemble. L'idée que l'on cherche, elle n'est pas forcément chez une seule personne. Et les interactions, les datas, les flux, les interactions selon le schéma que je propose, je réunis des gens de métiers différents, d'origines différentes, et on pose les problèmes de ces patrons-là sur la table, et il y a plein d'idées qui sortent, parce que bien entendu, quand on vient d'horizons différents, on voit les choses autrement. On peut s'enrichir les uns les autres, et ensemble, on va créer des choses, ensemble, on va pouvoir changer, évoluer et intégrer ces nouveaux codes qui sont en train de poindre au niveau social et économique. Pour pouvoir sortir de cette période, il faut écouter les salariés qui ont pris conscience qu'effectivement, on pouvait vivre autrement, on pouvait travailler à différents moments, et qu'en conséquence, on pouvait s'organiser différemment. Les salariés de l'intérieur voient très bien qu'on peut s'organiser autrement. Faisons-leur confiance. Ils peuvent apporter des solutions. Le niveau d'intelligence des employés, des collaborateurs, est nettement supérieur à ce que croient les patrons. Il va y avoir encore une période extrêmement difficile, parce que quand on change de code, quand on veut changer d'état d'esprit, c'est pas simple. Quand on veut changer les habitudes, c'est pas simple. Donc cette période, en fait, il y a des gens pour vous accompagner. Il y a des gens pour vous expliquer ce qui est en train de changer, parce qu'on a des données, hein. On a avec tous les réseaux sociaux d'engagement, toutes les analyses qui sont faites, on a vraiment des données extrêmement claires sur ce qui est en train d'arriver. Et donc on sait dans quelle direction, quel type de comportement, quel type de valeur il faut afficher, comment, j'allais dire, gagner des parts de marché. Surtout, moi je suis assez optimiste avec tous ceux qui vont réagir et qui vont accepter ce discours optimiste de dire « chouette, il y a du changement », chouette, peut-être qu'on repart à zéro autrement, différemment. Ça peut nous donner une opportunité extraordinaire de compétitionner avec des monstres qui existent à l'heure actuelle, mais qui mettront tellement de temps à changer et à comprendre qu'ils peuvent disparaître. Et c'est un peu ce que j'appelle la mort du diplodocus. Ils sont tellement gros, tellement lourds, tellement inactifs, tellement parfois prétentieux, dédaigneux, sûrs d'eux dans leur façon de faire. Peut-être ils verront pas arriver le petit qui va leur bouffer des parts de marché.